Dans la période de 1997 à 2004, disparurent de manière mystérieuse dans la petite ville polonaise de Łódź 82 personnes. Elles ne se connaissaient pas entre elles et n'avaient aucune connexion commune. Leurs disparitions furent longtemps attribuées par l'enquête au hasard, à l'émigration et aux raisons domestiques. Mais un jour, on trouva dans la forêt un sac avec des os humains brûlés. C'est alors que les enquêteurs pensèrent pour la première fois que tous ces cas pourraient être l'œuvre d'une personne. Au matin du 17 mars 2004, la forêt Łagiewniki avait l'air comme d'habitude. Silence, air humide, traces de la pluie nocturne sur le sol. Rien d'inhabituel. Cependant ici, non loin du sentier, Ewa Lis, une résidente locale, trouva un lourd sac noir qui était partiellement enterré dans la terre. Sa première réaction fut d'appeler la police. Trop suspect semblait la découverte. Les enquêteurs arrivés le sortirent prudemment à la surface et l'ouvrirent, découvrant à l'intérieur ce qui deviendrait le point de départ de l'une des enquêtes les plus étranges de la chronique criminelle polonaise. Dans le sac se trouvaient des os humains, partiellement brûlés et nettoyés des tissus mous. Même les techniciens criminels expérimentés, habitués à beaucoup de choses, furent choqués par ce qu'ils virent. L'absence de tissu mou sur les restes témoignait de quelque chose de très spécifique et d'extrêmement rare, même selon les standards de crimes graves. Dans le sac, il n'y avait pas d'objets personnels, de vêtements ou de documents, mais les techniciens criminels purent déterminer l'identité de la victime à partir des restes dentaires. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un homme de 32 ans qui avait disparu environ 6 mois auparavant, en septembre 2003. Les experts remarquèrent rapidement des détails inhabituels. Le sac lui-même appartenait à un type industriel rare de la marque F. À Łódź, de telles marchandises n'étaient achetées qu'en un seul endroit, dans un grand entrepôt de gros qui desservait plusieurs dizaines d'entreprises locales. Cela réduisit considérablement le cercle de recherche. En examinant les restes, les spécialistes remarquèrent une autre particularité. Sur les os, on voyait clairement des traces d'un outil fin dentelé. Pendant ce temps, la police commença à interroger les résidents des maisons et dachas les plus proches, essayant de rassembler au moins quelques indices. Ewa Lis rapporta que dans la nuit précédant la découverte, elle avait entendu un étrange bruit de moteur. La voiture était vieille, possiblement de fabrication polonaise, avait tourné longtemps, avec les phares éteints. Cela confirma les soupçons des enquêteurs que l'auteur agissait la nuit et voulait passer inaperçu. Les enquêteurs commencèrent à vérifier tous ceux qui avaient accès à la forêt et pouvaient venir inaperçus la nuit. Le premier sur la liste fut Janusz Nowak, le garde forestier. Un homme d'âge moyen, renfermé, peu sociable, mais sans problèmes antérieurs avec la loi. Il avait les clés de toutes les barrières et portes, et donc la possibilité de conduire tranquillement dans la forêt. Le deuxième suspect apparut presque immédiatement après le premier, Piotr Lewicki, un homme avec un casier judiciaire et une biographie difficile. Il passait souvent la nuit dans une cabane forestière abandonnée, non loin de l'endroit où les restes furent découverts. Les policiers locaux le connaissaient. Lewicki était souvent pris pour de petits vols et de la chasse illégale. L'accès à la forêt était libre pour lui, bien qu'officieux. À première vue, Janusz Nowak correspondait parfaitement au rôle de l'auteur. La voiture correspondait, l'accès à la forêt était ouvert, et le caractère étrange ne faisait que renforcer les soupçons. Les enquêteurs étaient sûrs qu'il cachait quelque chose. Nowak fut arrêté et interrogé. Il parle peu, nia sa participation et ne put expliquer pourquoi sa voiture avait été vue dans la forêt la nuit du crime. Il semblait que la police avait attrapé le bon homme, mais très vite, les experts réfutèrent cela. Quand les médecins légistes terminèrent l'analyse des restes, un nouveau fait se révéla qui changea complètement le cours de l'enquête. Dans la moelle osseuse de la victime fut découverte une concentration anormalement élevée de diazépam, un préparé médical qui est normalement utilisé pour calmer ou endormir. Cela signifiait que la personne avait été immobilisée avant que le plus terrible ne lui arrive. De tels préparats
ne pouvait pas être acheté sans ordonnance. Les enquêteurs vérifièrent le dossier médical de Janusz Nowak. Il ne pouvait pas obtenir de diazépam officiellement et aucun canal illégal ne fut trouvé. La police fut obligée de libérer Janusz Nowak et de reconsidérer les conclusions originales. Maintenant, l'attention de l'enquête se dirigea vers les pharmacies. Les enquêteurs demandèrent sur le registre de dispensation des médicaments sur ordonnance, espérant identifier la personne qui avait obtenu le préparé pour le crime. Et c'est seulement maintenant qu'ils eurent l'idée de vérifier s'ils n'avaient pas négligé des cas similaires auparavant. Il devint bientôt clair que les disparitions avaient recommencé beaucoup plus tôt et que le nombre de personnes disparues était beaucoup plus grand qu'ils ne l'avaient supposé initialement. Ici, l'enquête réalisa finalement qu'elle n'avait pas affaire à un cas isolé, mais à quelque chose de beaucoup plus grand et terrible. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. Janusz Nowak, le garde forestier, continuait d'insister sur son alibi. Dans la nuit du 16 au 17 mars, il n'était allé nulle part loin de chez lui. Cependant, au cours de l'enquête, des contradictions furent découvertes qui mirent en doute la véracité de ses déclarations. Le soir du 20 mars, le groupe d'enquête vint à nouveau chez Nowak pour vérifier les déclarations et examiner des documents supplémentaires. La maison du garde forestier était située au fond du village, loin de la route principale. Sur la propriété, c'était calme. Il n'y avait pas de témoins superflus. L'endroit semblait idéal pour cacher quelque chose d'important. Janusz laissa tranquillement entrer les officiers et montra de l'assurance dans sa rectitude. Cependant, le calme de Nowak fut troublé quand les enquêteurs lui présentèrent le registre de patrouille nocturne de la forêt. Selon les enregistrements, le 16 mars à 22h35 se trouve la signature de Nowak lui-même sur la sortie pour patrouille nocturne dans la zone forestière. Ce détail contredisait clairement ses paroles selon lesquelles il était resté à la maison cette nuit-là. Nowak étudia attentivement le registre, mais ne put expliquer de manière compréhensible cette inscription. Il affirma qu'il se souvenait très clairement de la nuit et qu'il n'y avait pas eu de patrouille. La preuve suivante apparut lors de la visite du dépôt de carburant, qui était situé en périphérie du village, à environ 5 km de la maison de Nowak. Le gardien de service, un vieil homme, insista que exactement le soir du 16 mars, vers 23h05, une voiture sans plaque d'immatriculation était entrée dans le dépôt. Dans le registre de garde était noté ainsi « Voiture sans plaque, marque non enregistrée ». Cependant, le gardien décrivit clairement la voiture, une vieille polonaise vert foncé. Ce détail pointait à nouveau vers le garde forestier Nowak. Quand les enquêteurs s'adressèrent à nouveau à Nowak pour des explications, il raconta qu'il était vraiment sorti cette nuit-là, mais exclusivement par nécessité de service. Selon ses paroles, il avait apporté de l'essence périmée pour élimination, pour libérer l'entrepôt pour de nouvelles livraisons. Cependant, les enquêteurs ne découvrirent aucun acte de radiation de carburant qui confirmerait ces paroles. L'absence de documentation éveilla de sérieux doutes sur la véracité de ces déclarations. Les paroles de Nowak sonnaient crédibles, mais sans confirmation par des documents restaient seulement des affirmations vides. Pour vérifier toutes les voies possibles d'accès au diazépam, les enquêteurs dirigèrent leur attention vers la femme de Janusz, Anna Nowak. La femme travaillait dans une clinique vétérinaire où ce préparé était régulièrement utilisé pour des procédures médicales sur les animaux. Il semblait que c'était exactement ici que pouvait être la source de ce diazépam que les experts avaient découvert. Les policiers y allèrent pour vérifier la présence des préparats et documenter un possible vol. Cependant, le directeur de la clinique vétérinaire dissipa rapidement les soupçons. Il montra personnellement aux enquêteurs le coffre-fort où était conservé le diazépam. Le coffre-fort n'avait pas été ouvert depuis 2002. Sur la serrure se trouvait un sceau d'usine intact avec le marquage correspondant et le tampon des autorités de contrôle. Cela excluait la possibilité de vol du préparé dans la clinique vétérinaire. Malgré les contradictions révélées et l'absence de documents pour l'essence radiée, la police n'arrêta pas Janusz Nowak. L'enquête décida d'être prudente et ne voulut pas se précipiter avec des conclusions. Il fut décidé de surveiller le garde forestier 24 heures sur 24. Nowak continuait de vivre sa vie habituelle, sans soupçonner que chacun de ses pas était documenté par les enquêteurs.
les enquêteurs passèrent déjà à la phase suivante du travail. Ils analysèrent les données obtenues des pharmacies sur les médicaments sur ordonnance et essayèrent d'identifier la source du diazépam qui avait été trouvé dans la moelle osseuse de Tomasz Bednarczyk. C'était un processus laborieux qui nécessitait beaucoup de temps, mais nécessaire pour exclure tous les hasards et arriver à la bonne conclusion. La situation devenait de plus en plus compliquée. L'enquête déplaça l'accent sur le côté financier de la vie de Tomasz Bednarczyk, dont les restes furent découverts dans la forêt Łagiewniki. Sa sœur Anna Czaplinska, une employée de 29 ans du département comptabilité d'une entreprise à Łódź, mentionna un étrange crédit que Tomasz avait pris peu avant sa disparition. Officiellement, l'argent était destiné à la rénovation de l'appartement. Cependant, elle affirma que son frère ne voulait faire aucune rénovation du tout. Les enquêteurs vérifièrent les paroles de la sœur et demandèrent les documents bancaires. Dans le relevé était indiqué que Tomasz avait reçu une somme de 18 000 zlotys en espèces seulement 2 jours avant sa disparition. La transaction fut effectuée à la banque par un caissier et non par un distributeur automatique, ce qui indiquait le désir de la victime de ne pas laisser de traces électroniques. L'employé de banque, responsable de la remise des fonds, put se souvenir du client. Selon ses paroles, Tomasz n'était pas venu seul, mais accompagné par un homme trapu d'environ 30 ans, dans un coupe-vent sombre avec un badge d'automobile voyant sur la poitrine. Les enquêteurs montrèrent à l'employé de banque des photos de plusieurs hommes. Cependant, il ne reconnut aucun de ceux présentés. L'homme au coupe-vent n'était pas connu des employés de banque, ce qui ajouta de l'incertitude aux circonstances du retrait d'argent. Pour clarifier le but du prêt, l'enquête interrogea à nouveau la sœur de Tomasz, Anna Czaplinska. Anna expliqua avec certitude que son frère ne lui avait jamais parlé de projet de rénovation de l'appartement. Au contraire, peu avant sa disparition, il avait discuté avec elle de problèmes financiers et du manque d'argent pour les dépenses courantes. Initialement, les enquêteurs soupçonnèrent que Tomasz pourrait avoir eu besoin de l'argent pour rembourser une grosse dette à un usurier criminel. Cette version semblait plausible, surtout compte tenu du fait que Tomasz cachait évidemment le véritable but du prêt et, selon sa sœur, était nerveux quelques jours avant sa disparition. Les enquêteurs eurent une conversation avec l'un des prêteurs du milieu de Łódź, qui avait un large réseau de clients et la réputation d'être un homme extrêmement cruel, qui ne pardonnait pas les retards. L'usurier montra calmement son carnet de débiteurs. Étrangement, le nom de Tomasz Bednarczyk ne s'y trouvait pas du tout. L'usurier remarqua qu'un homme avec ce nom ne s'était jamais adressé à lui. En même temps, les enquêteurs virent par hasard dans les registres d'étranges initiales AK, qui étaient surlignées d'une couleur spéciale et apparaissaient sur plusieurs pages. L'enquêteur qui dirigeait l'interrogatoire de l'usurier se souvint des déclarations du caissier de banque. Le badge sur le coupe-vent de l'homme qui accompagnait Tomasz pourrait avoir à voir avec une communauté automobile. L'enquête découvrit qu'à Łódź existait effectivement un club automobile assez connu appelé Łódź Classic Car, dont les membres portaient des attributs du club, y compris des coupe-vents avec des emblèmes d'automobile. Lors d'une vérification superficielle du club, les policiers établirent rapidement que parmi ses participants se trouvaient des personnes aux biographies diverses, des collectionneurs aisés aux personnes ayant un passé criminel. Maintenant, l'enquête considérait sérieusement la possibilité d'une connexion de la disparition de Tomasz avec quelqu'un parmi les participants du club, bien que l'identité du porteur des initiales AK n'ait pas encore été établie. L'étape suivante de l'enquête se déplaça vers le club automobile Łódź Classic Car. Des dizaines de participants du club devaient maintenant être vérifiés séparément. Qui pourrait se cacher sous les initiales AK? Qui pourrait être cet homme au coupe-vent qui accompagnait Tomasz Bednarczyk à la banque? Et pour qui l'argent liquide retiré était réellement destiné? Pendant ce temps, la police ne cessa d'analyser le registre des pharmacies et de continuer parallèlement la surveillance du garde forestier Janusz Nowak, qui restait sous suspicion. Cependant, une chose était maintenant claire. La disparition de Tomasz était tout sauf fortuite, et quelqu'un de son entourage ou une nouvelle personne qui n'était pas encore apparue dans l'affaire y était évidemment impliqué. Le 30 mars 2004, la forêt redevint l'objet de l'attention minutieuse de la police. Un jeune assistant forestier qui vérifiait l'état des plantations forestières après de fortes pluies
tomba par hasard sur un autre objet étrange, un sac noir caché sous un vieil arbre tombé. Il n'osa pas l'ouvrir lui-même et appela immédiatement la police. Les enquêteurs arrivés confirmèrent les pires attentes. Dans le sac furent découverts des fragments d'os appartenant à plusieurs personnes. Les experts criminels établirent rapidement que les restes appartenaient à au moins 3 personnes différentes. Il devint immédiatement évident que l'enquête n'avait pas affaire à un épisode individuel, mais à une série de disparitions et meurtres interconnectés. Parmi les restes trouvés, les policiers découvrirent aussi une preuve importante. Un petit torchon de cuisine avec une broderie soignée et les initiales AK. Le torchon était souillé de taches graisseuses et semblait avoir été pris à la hâte par quelqu'un d'une maison ou d'un endroit où l'on cuisinait régulièrement. Pour déterminer l'origine de l'objet trouvé, l'enquête invita un expert textile en consultation, qui après un examen minutieux du matériau et du style de broderie conclut que le torchon avait été produit en masse pour la chaîne commerciale Tesco Łódź. Selon les informations des magasins, le lot de torchons avec une broderie similaire n'était arrivé en vente qu'en 2003, c'est-à-dire il y a moins d'1 an. Par conséquent, le torchon n'avait pas été acheté depuis longtemps et son propriétaire pourrait être directement lié au crime. Les enquêteurs se rendirent immédiatement à l'hypermarché local Tesco Łódź pour essayer de découvrir qui aurait pu acheter ce torchon. Cependant, il s'avéra qu'un lot similaire de marchandises avait été vendu sans enregistrement personnel des acheteurs via des terminaux de caisse avec paiement en espèces. Pendant ce temps, l'enquête obtint un nouveau témoin, un pêcheur de 38 ans qui passait souvent des nuits près d'un petit lac situé à environ 1 kilomètre du massif forestier Łagiewnicki, informa la police que dans la nuit précédant la découverte de la première trouvaille, il avait vu une voiture suspecte. Il se souvenait des détails. Une Fiat 125P blanche qui roulait très lentement et avec les phares éteints. Le témoin ne put mentionner la plaque d'immatriculation exacte. Cependant, il se souvenait bien de la marque et du modèle de la voiture. Les enquêteurs prirent cette information au sérieux, car par son caractère, elle coïncidait avec les déclarations du témoin précédent qui avait mentionné une autre voiture qui roulait aussi la nuit sans lumière. La police organisa une vérification de tous les propriétaires de voitures blanches de la marque Fiat 125P enregistrées à Łódź et dans les agglomérations les plus proches. Les enquêteurs menèrent des dizaines d'interrogatoires. Cependant, aucun des propriétaires vérifiés ne put être lié aux événements dans la forêt. Pendant ce temps, le laboratoire criminel termina l'examen des restes trouvés et arriva à une conclusion importante. Selon les résultats de l'analyse, la date de décès des 3 victimes était de 3 à 8 mois. Ce fait signifiait que l'assassin avait continué d'agir jusqu'à récemment et était probablement encore dans les environs immédiats du lieu du crime. Cette information inquiéta les enquêteurs. Ils comprirent qu'ils avaient affaire à un tueur en série qui n'avait pas arrêté ses actions, malgré l'intérêt policier accru pour la forêt et les environs. L'enquête intensifia les mesures de sécurité et commença à travailler avec encore plus d'intensité, comprenant que la prévention de nouveaux crimes dépendait maintenant directement de la rapidité de l'enquête. Maintenant, la direction clé de l'enquête devint le réexamen des lots de diazépam récemment acquis. Le 5 avril, l'enquête revint à nouveau à Piotr Lewicki, l'homme précédemment condamné qui vivait en périphérie de Łódź et était connu de la police pour ses fréquentes nuitées dans la cabane forestière Łagiewnicki. C'était exactement son nom qui apparaissait souvent dans les documents liés à la forêt. Les soupçons se renforcèrent à nouveau quand il fut connu que Lewicki avait été vu exactement dans la nuit du 16 au 17 mars dans les environs. Les enquêteurs arrivèrent au lieu de travail de Lewicki, la gare PKP Cargo, où il travaillait officiellement en équipe de nuit. Lewicki accueillit la police calmement, n'essaya pas d'éviter la conversation et montra immédiatement le tableau des équipes de nuit. Sur le document se trouvait par sa signature, la note du chef de section et le tampon de l'horloge de bureau qui enregistrait l'heure exacte de début et de fin d'équipe. L'équipe durait de 22h à 6h et couvrait complètement le temps de la découverte de la première trouvaille. Cependant, les enquêteurs décidèrent de jouer la sécurité, comprenant la personnalité de Lewicki, et obtinrent une autorisation officielle pour fouiller sa cabane forestière. Dans la cabane, petite et délabrée, la police découvrit une série d'objets suspects.
plusieurs couteaux aiguisés de différentes tailles, une pierre à aiguiser et une collection de trophées de chasse, peaux d'animaux et bois de cerf. La situation se compliqua à nouveau et amena les enquêteurs à réfléchir sur le rôle de Lewicki dans ce qui s'était passé. Les enquêteurs envoyèrent les couteaux trouvés pour expertise au laboratoire criminel. Il était extrêmement important d'établir si ces outils avaient été utilisés pour le travail avec les restes trouvés précédemment. Les résultats de l'analyse furent obtenus dès le lendemain. Sur la surface des couteaux ne furent découvertes que des microparticules de graisse de porc et des traces d'usage domestique normal. Pendant que l'expertise vérifiait les couteaux, la police obtint les résultats finaux sur la voiture Fiat 125P que le pêcheur avait vue précédemment. Le propriétaire du véhicule s'avéra être un retraité de 72 ans d'une banlieue de Łódź qui avait un alibi impeccable. Exactement cette nuit-là, l'homme se trouvait en traitement à l'hôpital de la ville. Ceci fut confirmé par des documents hospitaliers avec le tampon de l'institution médicale qui excluait complètement la possibilité de sa participation. Ainsi, la version avec la Fiat 125P fut officiellement close. Il semblait que l'enquête était à nouveau arrivée dans une impasse, mais de manière inattendue apparut un nouveau témoin important, le gardien de la gare PKP Cargo, qui travaillait la même nuit. En conversation avec les enquêteurs, il se souvint d'un détail intéressant. Tard le soir, vers 21h40, une connaissance avait amené Lewicki à la gare avec une vieille voiture de marque polonaise, à laquelle manquaient les plaques d'immatriculation. Le gardien décrivit le conducteur, un homme trapu de taille moyenne, de constitution forte. La description correspondait parfaitement à celle qu'avait donnée précédemment le caissier de la banque, qui avait vu l'homme inconnu accompagnant Tomasz Bednarczyk lors du retrait d'une importante somme d'argent liquide. Cette information amena immédiatement la police à changer les priorités. Si Lewicki lui-même avait été confirmé par des témoins, alors l'identité du conducteur de la polonaise revenait au premier plan. La police décida de retourner aux membres du club automobile Łódź Classic Car, où selon les informations disponibles, pourrait être listé le propriétaire de la vieille polonaise, verte, sans plaque d'immatriculation. L'enquête intensifia le contrôle sur tous les participants du club, vérifia leur biographie et mouvements des derniers mois, portant une attention particulière aux connexions possibles avec le diazépam et les personnes disparues. Le 8 avril, l'enquête dirigea finalement son attention vers le club automobile Łódź Classic Car, qui se trouvait dans un petit bâtiment près du centre de Łódź. En vérifiant les listes des membres récemment joints au club, les policiers tombèrent sur une entrée qui avait été faite seulement quelques mois auparavant. Au club était entrée une nouvelle personne, un certain Alexander K., propriétaire d'une vieille polonaise carreau verte sans plaque. L'information intéressa immédiatement les enquêteurs, surtout compte tenu des initiales AK qui se répétèrent dans l'affaire. L'examen de la carte d'enregistrement du club révéla rapidement des détails qui étaient restés longtemps une énigme pour l'enquête. Derrière les initiales AK se cachait Andrzej Kowalski, né en 1971, habitant de la rue Marczewski dans le quartier de Redkinia. C'était précisément lui qui était enregistré comme propriétaire de cette voiture qui apparaissait si souvent dans les témoignages et avait été remarqué près de Piotr Lewicki et Tomasz Bednarczyk. Les policiers se rendirent rue Marczewski pour interroger les voisins et obtenir des informations supplémentaires sur Kowalski. L'image s'avéra inquiétante. Les voisins racontèrent sans hésitation particulière que Kowalski menait un style de vie caché, sortait souvent de sa maison à des heures tardives et ne revenait qu'au matin. Ils mentionnèrent aussi une odeur inhabituelle de produits chimiques provenant de son garage et notèrent que Kowalski le fermait toujours soigneusement, évitant les conversations sur sa voiture et les objets qui y étaient stockés. L'enquête rencontra le président du club pour clarifier l'horaire des événements auxquels Kowalski aurait pu participer. Le leader du club raconta que le 16 mars, tous les membres du club avaient participé à un séminaire technique qui avait commencé à 19h et s'était terminé vers 21h30. Kowalski était effectivement présent au séminaire, mais était parti plus tôt que les autres, vers 9h30 du soir. Ainsi, le suspect avait une fenêtre de temps ouverte, suffisante pour quitter le club et se diriger vers la forêt Łagiewniki. Au début,
Les déclarations du président du club semblaient être un alibi solide. Le séminaire semblait être un événement qui garantissait une confirmation fiable de la présence de Kowalski à un endroit spécifique à un moment donné. Cependant, une vérification détaillée du programme de l'événement et la clarification du moment du départ de Kowalski prouvèrent le contraire. Il restait une période considérable après la fin de la participation du suspect au séminaire, ce qui rendait l'alibi partiel et peu fiable. Le fait de son départ prématuré transforma la version initialement convaincante du président du club en une fausse piste, qui fut maintenant officiellement fermée. Pendant que l'enquête continuait son travail au club, l'un des membres de Łódź Classic Cars, qui n'avait pas fait de déclaration auparavant, partagea un nouveau détail important. Il se souvenait clairement que Kowalski avait une veste du club ornée d'une broderie avec les initiales AK. C'étaient les mêmes initiales qui avaient été découvertes précédemment sur la serviette sous les restes trouvés dans la forêt Łagiewniki. L'information du témoin semblait être une confirmation sérieuse de la connexion de Kowalski au crime et renforça considérablement les soupçons de l'enquête. Les policiers enregistrèrent immédiatement les déclarations dans les dossiers de l'affaire et décidèrent de ne plus retarder la perquisition. Il devint maintenant évident que la vérification du logement et du garage de Kowalski était inévitable et devait être effectuée le plus rapidement possible, avant que le suspect n'ait le temps d'éliminer d'éventuelles preuves. Les enquêteurs préparèrent rapidement une demande au parquet de la ville de Łódź et l'envoyèrent pour obtenir une sanction pour la perquisition de l'espace d'habitation et du garage d'Andrzej Kowalski. À ce moment, l'enquête ne doutait plus d'être sur la bonne voie et que Kowalski était une figure clé dans les disparitions mystérieuses. En parallèle, la police commença une vérification minutieuse de tous les contacts du suspect, portant une attention particulière aux achats récents de produits chimiques et de médicaments, y compris le diazépam. Le 12 avril, la police reçut finalement l'autorisation et commença la perquisition du garage et du logement d'Andrzej Kowalski. L'opération commença tôt le matin sans notification préalable au suspect, ce qui garantissait la préservation d'éventuelles preuves. Le garage de Kowalski s'avéra être un espace soigneusement fermé et équipé, qui n'était évidemment pas destiné seulement au stockage ordinaire d'une voiture. Au centre de l'espace se trouvait une polonaise carreau, verte sans plaque, qui était déjà connue de l'enquête par de nombreux témoignages. Lors du premier examen du coffre, les enquêteurs remarquèrent un détail étrange. Toute sa surface intérieure était soigneusement recouverte d'un film dense de toile cirée. Cela éveilla des soupçons, et les techniciens criminalistiques prirent immédiatement des échantillons des coutures et bords du film pour expertise. L'expertise donna rapidement des premiers résultats. Dans les coutures du film furent trouvées de minuscules boulettes de tissu. Les tests de laboratoire confirmèrent la correspondance complète des échantillons avec le matériau de la serviette aux initiales brodées AK qui avait été trouvé précédemment dans le sac avec les restes. Sur une étagère près de la voiture, les enquêteurs découvrirent une autre preuve importante. Des emballages vides de blisters de diazépam marqués avec la série de distribution 2311. Cette série correspondait complètement aux données de l'analyse de moelle osseuse de Tomasz Bednarczyk, la première victime identifiée. Sous la pression de preuves évidentes, Kowalski commença à donner des explications. Il nia catégoriquement toute participation aux disparitions de personnes et insista sur des motifs et circonstances complètement différents. Au sujet de la voiture, il expliqua qu'elle était supposément en cours de restauration, d'où le film pour protéger le coffre. À la question sur le diazépam, Kowalski répondit rapidement que les comprimés n'étaient pas destinés à lui personnellement, mais à un homme sans-abri connu qui souffrait d'épilepsie. Cette version sonnait peu convaincante et ne pouvait pas dissiper complètement les soupçons contre Kowalski. Cependant, l'alibi n'était formellement pas encore définitivement détruit. Pendant que la police continuait d'analyser les preuves trouvées dans le garage, un nouveau témoin arriva aux enquêteurs, un garçon voisin qui avait observé les événements depuis la rue. Selon ses mots, il avait vu il y a quelques jours, précisément le 10 avril, comment la voiture polonaise était conduite par un homme complètement différent. Le garçon décrivit avec assurance l'homme au volant comme inconnu et complètement différent de Kowalski. Ce détail créa immédiatement de l'incertitude et donna à la police une raison de soupçonner que la voiture pourrait aussi être utilisée par d'autres personnes, ce qui compliquait le tableau d'enquête et menait à de nouveaux soupçons. Cependant,
Cette déclaration acquit un sens complètement différent quand l'enquête vérifia rapidement les protocoles urbains des derniers jours. Il s'avéra qu'exactement dans la nuit du 10 avril avait disparu une étudiante de l'université de Łódź nommée A. Katz. Selon les informations préliminaires, la jeune fille correspondait complètement au profil de victime établi précédemment, approximativement le même âge et la même apparence. Ce détail perturba extrêmement l'enquête, car il devint maintenant clair que l'auteur agissait toujours et utilisait possiblement encore la voiture polonaise. Dans le contexte de nouvelles circonstances, la police fut obligée de revenir à nouveau à une version qui semblait déjà fermée, vérifier le garde forestier Janusz Nowak. Bien que son alibi ait été confirmé, surgissait maintenant la possibilité que précisément sa voiture soit secrètement empruntée et utilisée par d'autres personnes. Cela pourrait expliquer l'apparition du conducteur inconnu qu'avait remarqué le jeune témoin. Avec une extrême prudence, les enquêteurs décidèrent de vérifier à nouveau l'emplacement de Nowak dans la nuit de la disparition de l'étudiante, comprenant que beaucoup dépendait de cela pour la suite de l'enquête. Les doutes surgirent à nouveau, et Nowak redevint objet de surveillance secrète. Pendant que les enquêteurs se préparaient pour la prochaine étape, ils ne révélèrent pas de détails sur l'étudiante disparue et espérant que la pression de cette information amènerait quelqu'un des participants de la procédure à commettre une erreur. Au petit matin du 18 avril, les enquêteurs commencèrent l'examen de l'appartement d'Andrzej Kowalski, déjà participant de l'enquête officielle. L'atmosphère dans l'appartement était neutre, ne se distinguait pas à première vue. Mais les enquêteurs savaient que ce sont précisément les petits détails qui décident souvent de l'issue de l'affaire. La première chose qui attira l'attention des techniciens criminalistiques fut un paquet de sacs de construction jetables de la marque F, soigneusement cachés dans le tiroir arrière du bureau. Exactement de tels sacs avaient été découverts précédemment dans la forêt Łagiewniki. Cette découverte connecta clairement Kowalski à la scène de crime et rendit inutiles ses tentatives précédentes de justification. La découverte suivante éveilla un intérêt encore plus grand dans l'enquête. Sur une étagère, entre d'autres livres, se trouvait une ancienne édition de L'anatomie de l'homme. Lors de l'examen, des signets furent découverts sur les pages consacrées à la structure des articulations et du tissu conjonctif. Ce fait semblait important, surtout compte tenu des conclusions précédentes des experts sur l'ablation chirurgicalement précise des tissus mous des restes trouvés. Lors de la vérification ultérieure de la biographie de Kowalski, les enquêteurs établirent un fait important de son emploi antérieur. Il s'avéra qu'il y a quelques années, jusqu'en 2002, il avait travaillé au service de canalisation de l'hôpital du district. Il était responsable de la maintenance technique, ce qui lui donnait accès à diverses salles, y compris l'entrepôt de médicaments. En l'an 2002, Kowalski quitta le poste après un conflit avec la direction, cependant il omit de rendre les clés des salles de l'hôpital. Ce fait éveilla des soupçons sur un possible accès non autorisé aux médicaments déjà après le licenciement. Les enquêteurs décidèrent d'étudier plus en détail le journal d'entrepôt et les rapports du service pharmaceutique de l'hôpital pour 2003. Le pharmacien en chef, qui longtemps ne voulut pas coopérer, fut obligé d'admettre qu'à l'automne 2003, un manque grave fut découvert, environ 600 ampoules de diazépam. Dans la tentative de vérifier la version sur la fuite de médicaments, la police interrogea les anciens collègues de Kowalski. L'un d'eux déclara avec assurance qu'après le licenciement de Kowalski, toutes les serrures dans les salles furent remplacées par des nouvelles, donc l'accès non autorisé de l'ancien employé était exclu. Néanmoins, l'enquête ne découvrit pas de documents ou protocoles officiels du changement de serrure. Sans confirmation officielle, le fait du changement de clé resta seulement des mots qui n'avaient pas de force probante. Par conséquent, cette version fut inscrite dans la liste des fausses, bien qu'elle ne fût pas formellement complètement réfutée. Pendant que les enquêteurs étudiaient le passé de Kowalski, son dossier médical fut mis au jour. Le document était partiellement classifié et se trouvait sous la rubrique « Accès restreint ». L'enquête ne réussit qu'à découvrir une chose. Andrzej Kowalski avait précédemment reçu le diagnostic de trouble de la personnalité dissociale. Les détails du diagnostic ne furent pas révélés. Cependant, il devint clair que cela pourrait sérieusement influencer le procès et la qualification des crimes dont il est soupçonné. Le tribunal ordonna une expertise psychiatrique immédiate
pour obtenir des réponses exhaustives sur l'état mental du suspect. Parallèlement à l'examen de la personnalité de Kowalski, la police commença une vérification interne du travail de l'enquêteur Radetzky, qui précédemment avait traité les cas de disparition en 2001 à 2002. L'enquête soupçonnait que c'est précisément sa négligence et son enquête superficielle de ces années qui avaient permis au coupable de rester inaperçu si longtemps. En même temps, la question du rôle du garde forestier Janusz Nowak fut à nouveau soulevée. Les derniers événements amenèrent les enquêteurs à douter à nouveau de son alibi malgré les confirmations. Les policiers décidèrent d'agir avec prudence et de vérifier chaque détail pour exclure ou confirmer définitivement la participation possible de Nowak. Le 25 avril, une commission spéciale de l'administration de la sécurité intérieure commença la vérification du travail du major Bartosz Radetzky, qui avait mené les cas de disparus en 2001 à 2002. Il éveilla des soupçons que Radetzky fermait souvent des cas sur des disparus sans enquête fructueuse et justifiait cela par l'absence de perspectives de recherche. Lors de la vérification minutieuse des archives, les enquêteurs remarquèrent rapidement une série de 12 cas que Radetzky avait fermés. L'analyse des documents révéla un détail étonnant. Dans tous les protocoles d'interrogatoire et rapports figurant des paragraphes identiques, littéralement copiés. Cela indiquait clairement l'approche formelle de l'enquêteur, l'ignorance des faits et l'absence de vrai travail opérationnel. Une telle négligence indiquait évidemment la réticence de l'enquêteur à approfondir les détails de chaque cas concret. En même temps fut découvert un rapport que Radetzky avait soumis au printemps 2004 pour une promotion de service. Cela donna raison de le soupçonner de carriérisme et du désir de se débarrasser plus rapidement des cas problématiques pour éviter les réclamations de la part du leadership supérieur et faciliter son chemin vers le haut. Les enquêteurs décidèrent de vérifier les affirmations de Radetzky sur l'impossibilité d'établir contact avec les proches des disparus. Les employés de la commission menèrent des conversations téléphoniques avec les familles de plusieurs personnes dont les cas avaient été fermés. Les proches confirmèrent unanimement que ces dernières années, personne de la police n'avait établi contact avec eux. Aucun appel ni lettre n'était arrivé. À la question des enquêteurs, Radetzky répondit brièvement et évasivement. Soi-disant, tous les contacts étaient obsolètes et ne permettaient pas de conversations répétées. Cependant, la vérification des numéros de téléphone montra que tous les contacts indiqués avaient été actifs et fonctionnels pendant tout le temps d'enquête. Il devint clair que Radetzky n'avait simplement pas fait de tentative d'établir contact avec les proches et cachait cela intentionnellement. Au cours de la vérification surgit une autre version, un possible pot de vin en argent que Radetzky avait reçu pour fermer les cas. Cependant, malgré la logique d'une telle hypothèse, les enquêteurs ne découvrirent pas une seule preuve documentaire ou matérielle confirmant la réception de pots de vin. La vérification du bureau de Radetzky se termina par une découverte inattendue qui donna à l'affaire un tournant complètement différent. Dans le coffre-fort de l'enquêteur fut découverte une enveloppe soigneusement cachée dans laquelle se trouvait une photo de restes humains brûlés. Au dos de la photo était faite une brève note au crayon. AK 62. En réponse à la question des enquêteurs, Radetzky expliqua qu'il avait reçu l'enveloppe par courrier d'un expéditeur inconnu, mais consciemment ne l'avait pas ajoutée au dossier, par peur de compliquer l'enquête et d'empirer les statistiques d'élucidation. Les policiers établirent rapidement que le chiffre 62 coïncidait avec l'index interne d'un des cas fermés sur une personne disparue de 2002. Maintenant, la connexion entre Kowalski et ce disparu était pratiquement prouvée, ce qui renforça les soupçons envers les deux. Parallèlement à la vérification de l'activité de Radetzky, furent achevées les expertises de la voiture du garde forestier Janusz Nowak, qui précédemment fut soupçonné de participation au crime. Les experts établirent définitivement que le profil des pneus de sa polonaise ne coïncidait pas avec le relief de la trace de véhicule découverte sur le lieu de la troisième trouvaille de restes. Ainsi, Nowak fut officiellement exclu du nombre des suspects et la version de sa participation fut définitivement fermée. Maintenant, il ne restait aux enquêteurs qu'à se concentrer exclusivement sur Kowalski et clarifier la responsabilité de Radetzky pour la négligence permise. La vérification continuait, mais déjà maintenant, il était clair que les cas des disparus auraient pas pu être élucidés considérablement plus tôt si l'enquêteur avait accompli ses devoirs consciencieusement. Avec cela,
le prix de l'erreur du système d'enquête obtint une échelle complètement différente de celle supposée au début de l'enquête. Le 10 février 2005, au tribunal de district de la ville de Łódź, fut achevé l'un des cas les plus vastes et complexes de l'histoire de la criminalistique polonaise. Le juge lut officiellement le verdict. Andrzej Kowalski fut déclaré coupable dans tous les 82 épisodes de meurtre qui figuraient dans l'acte d'accusation. Dans la salle d'audience, régna un silence absolu. Le tribunal révéla en détail le schéma d'action de Kowalski, confirmé par des preuves irréfutables. Dans un appartement loué dans un quartier calme de Łódź, il injectait aux victimes du diazépam volé, après quoi, avec sa polonaise verte sans plaque, il amenait les gens dans le massif forestier Łagiewniki, qui se trouvait à 20 km de la ville. Selon la vérification de la logistique de transport, le voyage durait environ 25 minutes. Là, Kowalski éliminait les traces qui auraient pu mener à lui. Tous les détails de l'accusation furent soigneusement vérifiés et prouvés. Le diazépam découvert dans les restes coïncidait complètement avec la série qui avait été volée de l'entrepôt de l'hôpital, auquel Kowalski avait accès après son licenciement. La broderie avec les initiales AK, qui apparaissait sur les serviettes et vêtements, était son système personnel de marquage avec lequel il désignait les objets qui avaient une signification spéciale pour lui. Les experts menèrent des recherches complexes. Le relief de la trace de véhicule laissée dans la forêt aux fosses numéro 2 et 6 coïncidait parfaitement avec le motif des pneus de la voiture de Kowalski. La poussière de charbon trouvée au fond des fosses était identique aux échantillons prélevés dans le garage de Kowalski. Cette trace ferma complètement la chaîne de preuves. La photo des restes brûlés trouvée dans le coffre-fort du major Radetzky avait une autre nature. L'enquête établit que c'était une tentative d'un informateur anonyme inconnu de diriger l'attention de la police vers la série de disparitions. Quand le juge commença à lire les conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire qui reconnaissait Andrzej Kowalski comme irresponsable, l'accusé l'interrompit calmement. Regardant directement dans la caméra du protocole judiciaire, Kowalski parla d'un ton froid, seulement quelques mots. « Le compte est incomplet. Vous l'apprendrez plus tard. » Puis il sortit rapidement de la manche une agrafe faite d'une spirale métallique et la lança en direction du secrétaire du tribunal. L'escorte qui veillait à proximité intercepta l'objet avant qu'il n'atteigne la cible. L'accusé lui-même ne montra aucune émotion à cause de la tentative échouée, continua simplement à regarder silencieusement droit devant. Après une brève pause, le tribunal continua la séance. Kowalski ne donna plus d'explications supplémentaires. Dans la décision judiciaire finale, Andrzej Kowalski fut reconnu comme irresponsable et envoyé en traitement forcé pour une durée indéterminée dans un établissement psychiatrique fermé de régime strict. Les matériaux judiciaires enregistrèrent que le nombre de victimes fut établi officiellement comme 82 plus N, ce qui soulignait l'incertitude et la probabilité de l'existence d'autres épisodes inconnus. L'enquête contre le major Bartosz Radetzky fut séparée en une procédure indépendante, dans le cadre de laquelle continua la vérification du degré de sa responsabilité pour négligence systématique. Les données exactes sur le nombre de lésés, le rôle de Radetzky et toutes les circonstances accompagnantes restèrent secrètes.